On va passer au petit focus sur la Mayenne. Vous avez pris comment les scientifiques avaient pu reconstituer l'histoire du climat là, et comment on montrait aussi l'impact des activités anthropiques sur le climat. Et donc moi je vais me focaliser sur l'eau, puisqu'on est aussi à la journée mondiale de l'eau, qui était cette année sur la thématique des glaciers. Donc c'était bien de pouvoir parler des glaciers aussi, ou des périodes où la Mayenne était en Antarctique. Et comment ces changements climatiques vont se répercuter sur le cycle de l'eau. Voilà, donc je vais faire un petit rappel très rapide du cycle de l'eau, des impacts qu'on attend, et puis en quoi ça va nous concerner, nous en tant qu'usagers de l'eau, et quel checklist on peut envisager pour s'adapter à ça. Voilà, c'est là que vous aurez besoin de plein de questions. Donc le cycle de l'eau, très très rapidement, je pense que vous le connaissez tous, hein, on a les petits schémas classiques de précipitation sur différents types de surfaces. Ensuite, il y a une partie donc qui va ruisseler ou s'infiltrer vers les nappes souterraines, ou ruisseler soit directement vers les rivières, ou s'infiltrer et alimenter ensuite le débit des rivières. Et ensuite, on recommence le cycle d'évaporation, d'alimentation des océans et d'évaporation. Je pense que ça, c'est assez bien maîtrisé par tout le monde. Là, je vais aller très vite là-dessus. Et nous, ce cycle de l'eau en Mayenne, si on l'illustre au travers des débits de cours d'eau, on a les débits de cours d'eau qui présentent des débits assez fortement variables entre l'hiver et l'été. Donc, vous voyez là, c'est le volume d'eau qui passe chaque mois sur la rivière Mayenne en Maine-et-Loire. On voit qu'on a des écarts très importants entre l'hiver et l'été. Donc, ça veut dire que on appelle ça avec des régimes hydrologiques contrastés, et donc il y a un apport là avec les eaux souterraines en été qui est assez faible. On voit l'image que ça donne sur Saint-Frambault, hein, qui est un ouvrage qui est là pour rapporter un petit peu de débit à la Mayenne en été. Alors comment le changement climatique va jouer sur ce cycle de l'eau en Mayenne? Donc j'ai pris un petit graphique qui montre ici l'évolution du CO2 qui est attendu, et donc derrière, comme ça a été expliqué tout à l'heure, des températures et d'eau. On l'appelle ça réchauffement climatique, c'est bien parce que c'est le premier paramètre qui va être modifié et qui va impacter, avec une réaction en chaîne, plein d'autres éléments, même au-delà du cycle de l'eau, évidemment. Donc le scénario qui est aujourd'hui utilisé pour les perspectives climatiques, c'est plutôt celui-ci, donc un scénario où les émissions continuent à augmenter de façon assez marquée. Et donc, on a une hausse des températures à l'échelle planétaire, qui est variable en fonction des secteurs géographiques sur la Terre, et qui va entraîner mécaniquement, physiquement parlant, une hausse de, ça veut dire l'évapotranspiration. Et par ce phénomène, on va impacter aussi la recharge des nappes. Dans le cycle de l'eau, on va consommer plus d'eau en évaporation, avoir plus d'eau dans l'atmosphère. Je clique pas sur le bouton. Et en diminuant la recharge de nappe, on va impacter le débit d'étiage de cours d'eau. Parce que là, en été, quand il pleut pas, qui alimente le cours d'eau? Ce sont les eaux souterraines. S'il y a moins d'eau dans les eaux souterraines, il y a moins de débit dans les rivières. Oui. Voilà. Et par là-dessus, on a ce petit bloc-là que j'aurais pu mettre aussi ici. On a une modification du régime des pluies, avec une saisonnalité plus marquée, ce qui fait que un pluie plus intense va plutôt avoir tendance à provoquer plus de ruissellement. Et donc le ruissellement, il va pas dans les eaux souterraines, il va directement dans la rivière. Voilà, donc ça c'est un petit graphique qu'a fait Michael ici présent. Donc c'est sur le bassin versant de la Mayenne. Qu'est-ce qu'on a mesuré sur l'évolution des températures? Donc c'est depuis 90, donc il y a une trentaine d'années. Et on voit que ça varie un petit peu en termes de valeur entre le nord et le sud, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que le nord qui est plus frais augmente plus vite que le sud. Et on voit que voilà, sur 30 ans, on est sur les 30 dernières années, alors qu'on va plutôt être sur une tendance a priori qui va s'accélérer. On est déjà pas loin de 1 degré sur 30 ans, pas loin de 3 degrés sur 100 ans. Voilà, donc je reviens un petit cycle de l'eau pour repréciser d'une autre façon comment ce compartiment va être impacté. Merci aussi Mickaël pour le schéma.
Donc on retrouve toutes les étapes d'évaporation, de précipitation, de ruissellement, d'infiltration dans la nappe et d'alimentation des cours. Voilà, donc la pluie, à l'échelle de l'année, elle pourrait être assez constante, voire éventuellement augmenter, mais comme je disais tout à l'heure, elle va être répartie complètement différemment. Le ruissellement, lui, va plutôt tendance à avoir augmenté. L'évaporation aussi, puisqu'il va faire plus chaud. Et l'infiltration dans la nappe va plutôt avoir tendance à baisser, en particulier si on a des précipitations intenses qui vont favoriser cette partie-là qui part direct au cours. Et le débit du cours d'eau, en tout cas en été, lui aussi va avoir tendance à baisser. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va nous impacter en Mayenne, c'est-à-dire qu'en été, on aura moins d'eau dans les cours d'eau, sachant que les cours d'eau représentent une bonne partie de l'alimentation en eau potable. Voilà, donc c'est cette partie-là du cycle de l'eau qui va être accélérée, donc c'est la partie atmosphérique du cycle, et qui nous donne pas d'eau à nous pour les usages. Vous voyez. Voilà, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est des résultats assez récents d'une grande étude nationale qui s'appelle Explore 2 et qui a entre autres recalculé les débits possibles des cours d'eau. Donc là, j'ai pris la Mayenne à Château-Moutier. Et ensuite, ils appliquent, donc là, ce premier graphique, c'est la partie actuelle, donc 76-2005. Et ensuite, il faut regarder, c'est les 4 courbes de couleurs. Donc ils appellent ça des narratifs, c'est un peu quel scénario d'évolution du climat. Donc vous voyez le vert, réchauffement marqué, augmentation des précipitations. Le jaune, relativement peu marqué. Et les deux derniers, fort réchauffement, fort assèchement, fort réchauffement et fort contraste saisonnier. Et en fonction de ces scénarios-là, il faut des calculs. Voilà, donc ce premier schéma montre simplement comment on arrive plus ou moins bien à recalculer la courbe noire qui est la courbe du mesuré. Et ensuite, on regarde sur différentes échéances de temps. Donc ça, c'est le milieu de siècle, on va dire 2050. Donc on voit que les courbes, quels que soient les scénarios, à part le scénario jaune, qui est le moins marqué, tous les scénarios donnent des débits de la Mayenne qui sont beaucoup plus faibles qu'Actuduc. Sauf un scénario. Et si on regarde à échéance fin de siècle, on va dire 2100, donc là, on voit que tous les scénarios montrent des débits plus faibles. Donc c'est les calculs, c'est bien ce que je vous ai dit avant, montrent ces éléments-là. Et montrent, sauf pour le scénario le plus optimiste, on va dire, le plus humide, des durées de périodes de bas débit qui sont beaucoup plus longues et qui vont jusqu'au mois novembre. Voilà, ça illustre bien ce qui nous attend dans notre département. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on utilise comme eau en Mayenne? Donc, il y a eu des calculs de faits, donc par Clément et aussi par Michael qui sont là pour savoir qu'est-ce que tout le monde consomme en Mayenne ou sur notre bassin versant. Je vais pas rentrer dans le détail du schéma, mais on retrouve l'agriculture, l'industrie, l'eau potable, etc. Et c'est là que vous allez avoir besoin de vos petits panneaux, parce que tout le monde a son petit panneau. Et on va essayer de savoir qui, alors ce que j'ai mis, vous avez mon anti-sèche. Qui consomme quoi en Mayenne, qui pompe? On voit le petit shadow qui pompe à gauche. Donc si on commence par l'eau potable ici, donc là c'est l'eau potable qui va servir pour principalement pour la partie domestique, pas de bêtises, et l'industrie. Donc à votre avis, est-ce que l'eau potable c'est 5 millions par an, 10 millions par an ou 20 millions par an? Donc c'est le petit code couleur, choisissez. Alors, il y a beaucoup de bleu. Donc bleu c'est 10 millions, et ben c'est 20 millions. L'eau potable avec les industries c'est 20 millions. Voilà, vert, il y a quand même du vert. d'1 million, ouais, qui est affiché. Michel, j'ai lu, t'étais. Donne la réponse. On n'a pas du lot pour l'ivonnerie. Alors ensuite, l'élevage. Donc l'élevage, il a deux sources d'alimentation, hein, les forages privés et l'eau potable. À votre avis, l'élevage, il consomme combien d'eau pour alimenter par l'élevage? Donc 2 millions, 12 millions ou 22 millions. Alors, il y a beaucoup de vert et un petit peu de bleu. Donc c'est bleu, c'est 12 millions. Ok. En fait, c'est le même ordre de grandeur que pour les humains. Dans l'eau potable, il n'y a pas que nous, les humains, pour nos usages. C'est le même ordre de grandeur que les humains. Ensuite, irrigation en Mayenne, est-ce que c'est 300 millions de mètres cubes par an?
Voilà, qui est une majorité de rouge, donc c'est ça. Donc en Mayenne, c'est 3 millions. L'irrigation ne concerne pas beaucoup la Mayenne, elle augmente un petit peu sur la partie angevine de la rivière Mayenne, et c'est pas l'usage commun. Mais ensuite, il reste les industriels. Est-ce qu'ils consomment 1 million de mètres cubes, 5 millions de mètres cubes ou 25 millions de mètres cubes? Alors, bleu, vert, rouge. Ah, c'est bien, on a tout évalué. Alors, les industriels, on est à 5 millions. Donc, au total, ça. Alors, il y a un autre aspect qu'on prend en compte, que je vais pas vous expliquer, c'est l'évaporation dans les flancs d'eau, c'est environ, on va dire 6 à 2 millions de mètres cubes. Donc, on arrive au total à 50 millions, qui est consommé par les Mayennais, et donc 50 millions qui peuvent être impactés par le changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'on augmente? Alors, les prélèvements, je dirais qu'ils sont plutôt stables, globalement. Après, il y a des usages qui augmentent, des usages qui baissent. Par exemple, l'eau potable, pour les domestiques, est plutôt stable. L'eau potable pour les industriels est plutôt en augmentation, mais là, c'est net. L'alimentation du bétail baisse parce que chez tel baisse. Voilà. L'irrigation, c'est assez stable. Dans l'industrie, c'est hétérogène aussi. Il y a des industriels qui recyclent l'eau, Voilà, donc là, on est en consommation brute. Voilà, c'est très variable en fonction du type de profil d'usager. Voilà, donc si on veut s'adapter à ça, donc évidemment, il y a la partie économie d'eau que je vais évoquer juste après, mais aussi comment on peut jouer sur le cycle de l'eau pour ralentir les écoulements et qu'ils aillent plus tôt dans la nappe que dans le cours d'eau directement. Donc là, ce qu'on appelle la conservation des sols, tout ce qui va garder un fonctionnement des sols, en particulier en zone agricole optimale, va permettre aussi de limiter le ruissellement, d'installer des haies, tout ce qui va ralentir le ruissellement, comme les zones humides, ça va tamponner et ça va limiter l'impact du changement climatique sur le cycle d'eau. Voilà. Et la morphologie des cours d'eau, ça va jouer aussi. Moi, je crois que j'ai une petite animation. Donc si le cours d'eau, il est comme ça, comme sur mon premier graphique, vous voyez que le niveau de la nappe, il baisse. En fait, le cours d'eau, là, dans cette situation-là, il va accélérer le drainage de l'eau de la nappe. Et si on restaure le cours d'eau, on le remet à sa profondeur normale, on va remonter, en fait, le niveau de la nappe autour du cours d'eau, et on va là aussi ralentir. C'est plein de pistes sur l'aménagement du territoire qui permettent de retrouver un cycle de l'eau plus naturel. Et puis, dans les grandes lignes, donc, il y a bien sûr le premier point, c'est de réduire notre dépendance à l'eau, puisqu'on sait qu'on va avoir un effet ciseau en été entre les besoins et les ressources, des économies d'eau. Là, je vais pas rentrer dans le détail, on pourra y revenir aussi, mais laisser la place en question, mais c'est pour tous les usages. Et puis les solutions fondées sur la nature, c'était l'idée de la diapo précédente, de l'ensemble des types d'actions d'aménagement du territoire qu'on peut mettre en place dans cet objectif. Voilà, merci. Des questions? Pas de questions. Question Michel. Alors c'est pour l'enregistrement, on va pas t'entendre. Si. Moi, je suis assez, sensible à... Ouais, bocagère, parce qu'on sait tous que les arbustes, les arbres, là, quand il y a l'eau, les talus et tout ça, et puis, on voit pas trop les effets positifs en ce moment. On dit qu'il faut les garder, il faut replanter quand ils ont été abattus il y a 20 ans trop tôt, donc ça, et de plus en plus, il y a des haies qui sont abattues. Je pense sur Alors il y a beaucoup de sujets où voilà, les objectifs de chacun sont pas forcément convergents. Et donc la Mayenne est beaucoup mobilisée sur la préservation du bocage. Il y a des comités de communes comme celle de Mayenne où on se situe, par exemple, qui ont des techniciens bocage justement pour accompagner à la préservation du bocage qui existe, mais aussi pour arriver à le replanter, parce qu'on sait que ça a un rôle important aussi sur la biodiversité, sur la régulation des microclimats au sein des parcelles, il faut le cycle de l'eau. Mais voilà, il y a des objectifs contradictoires, l'évolution de l'agriculture qui s'industrialise peut-être, bon an, mal an, ou de ce qui est une idée.
qui peut être aussi une évolution qui est subie par un certain nombre d'acteurs, va aussi conduire potentiellement à modifier le bocage de façon assez forte. Voilà, donc on travaille aussi justement sur ces questions-là, on sait collectivement sur comment on arrive à garder les bocages et à le compléter. D'autres questions? Oui, là. Question pratico-pratique. Dans notre usage quotidien, le citoyen, on fait parfois de la réserve d'eau pour l'été, pour arroser un petit peu ses fleurs ou ses plantations. Mais je me dis finalement, en fait c'est presque rien, mais on contribue aussi à éviter du ruissellement quand on fait un peu de la réserve, qu'on met de la réserve d'eau. Est-ce que c'est plutôt bon pour l'environnement de faire comme ça, ou alors est-ce qu'il faut utiliser son réseau d'alimentation d'eau potable pour arroser ces plantations? Parce que les petits gestes de chacun vont faire que au final ça peut avoir une influence au global. Je sais pas, c'est une petite question globale finalement sur le diapo. Pour la gestion de l'eau dans son terrain, donc je vous invite à aller voir notre stand qui est spécialement là-dessus. Donc le premier objectif sur les eaux de gouttière, c'est quand on a un jardin et quand la configuration du site le permet, on débranche la gouttière et on la laisse s'infiltrer dans le jardin. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc là, c'est pour ça que j'ai vu cette photo-là, parce que là, on illustre, c'est un parking à la base. Donc là, les eaux du parking vont s'infiltrer dans un espace. Et au passage, ça vous empêche pas d'avoir d'un récupérateur d'eau, dans la mesure où le trop-plein de récupérateur, il va aller dans une petite zone creuse de votre jardin, dans une allée pour s'infiltrer. Donc là, vous avez une action vertueuse. Et après, si vous stockez de l'eau pour arroser un potager nourricier ou pour arroser des fleurs ornementales, là, c'est pas le même usage derrière, c'est pas le même. Merci. Il faut aller voir Valentine dans le hall, elle va tout vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La qualité des eaux s'améliore, quoi. Alors, c'est une question difficile. En fait, il y a deux choses qui se confrontent. Il y a les paramètres qu'on suit depuis longtemps. Donc, par exemple, les nitrates sont plutôt améliorés globalement. Et puis après, il y a des paramètres qu'on découvre en rapport aux drogues. On ne suivait pas il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans. Donc ces paramètres-là, dont on entend souvent parler dans les médias, on sait qu'il y en a le jambis dans l'eau. Il y a des copeaux, on entend parler, il y a des PFAS par exemple. On ne sait pas combien il y a la baie de ça. Donc, je peux pas vous dire comment ça dit. Et non. On a une qualité de suivi. Ils sont suivis depuis une vingtaine d'années sur les quelques paramètres. Ça s'améliore ou ça dégrade? Est-ce que vous avez un paramètre en tête? Des nitrates. Donc les nitrates, on est plutôt en amélioration. Il y a une phase d'amélioration assez nette. Là, on va dire qu'on est plutôt stable. Alors le phosphore, il y a un gros impact historiquement des stations de récupération. Donc là, c'est beaucoup mieux. Par contre, on peut retrouver le phosphore sur une autre forme qui est liée à l'érosion des sols. Donc si on a des systèmes agricoles qui évoluent plutôt vers la culture, on augmente le risque d'érosion des sols. Donc là, on peut avoir une source de phosphore qui n'est pas l'épuration, mais qui est les résidus de sol dans le cours d'eau, ça fait du phosphore. Et ça fait du traitement pour usine d'eau. Par exemple. Voilà, c'est vraiment sur les micropolluants qu'on entend beaucoup parler, dont on entend beaucoup parler dans la presse, dans les médias. Où là, l'amélioration de la connaissance fait qu'on a un sentiment de dégradation de la qualité, alors que c'est surtout, on découvre des nouvelles choses. Bienvenue sur Boston. Non, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir participé et à bientôt. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les stands, si vous avez un peu de temps.